Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour nous écouter parler des KPI du marketing de demain. On va commencer sans plus attendre avec une première question pour vous, David. En préparant cet entretien, vous me disiez que voilà, ça faisait une vingtaine d'années que vous étiez dans le marketing digital et que vous faisiez le constat qu'on fait un peu tous, c'est que l'écosystème s'est considérablement complexifié, que c'est à ce titre devenu de plus en plus compliqué de juger la performance de vos actions marketing sur le digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette complexification elle a eu un impact sur les KPI que vous suivez et la manière avec laquelle vous les suivez? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le sujet s'est vachement complexifié, parce que quand on regarde, il y a, alors peut-être pas 20 ans, parce que le tracking n'était pas encore très mature, mais il y a, on va dire, une dizaine d'années, à l'époque où on n'avait pas les sujets de consentement, à l'époque où tout se passait sur le web et il n'y avait pas d'application, on arrivait globalement à collecter 100% des éléments et à faire de l'attribution, et c'était simple. Le cadre réglementaire a beaucoup évolué, les consentements est arrivé, puis après les boîtes comme Apple ont décidé aussi de mettre en place leur propre structure de consentement et on s'est mis à collecter moins d'événements. Mais ça ne veut pas dire que globalement on n'arrive plus à attribuer la performance, on l'attribue différemment. Quand on a un volume de données suffisant, on arrive à faire des extrapolations. Donc malgré tout, dans une pure logique de calcul de la performance des investissements marketing, parce que là on est vraiment dans cette logique-là, on arrive quand même à faire des choses avec des outils qui ont évolué et qui arrivent maintenant à projeter assez bien. Donc c'est de moins en moins déterministe, c'est de plus en plus probabiliste, évidemment avec les lacunes que ça a, c'est que la véracité des résultats qui sont remontés. Exactement. Et là encore, on en vient du coup au nombre de données, mais avec la puissance de l'intelligence artificielle qu'on a vu maintenant se développer depuis quelques années, on arrive de manière assez précise à comprendre ce qui se passe et heureusement, heureusement pour les équipes qui travaillent au quotidien, on arrive à calculer des niveaux de rentabilité qui sont, je pense, assez proches de la réalité et qui nous permettent d'opérer sous contrôle. Sur cette dimension extrapolation, il y a aujourd'hui un outil dont on parle beaucoup qui est le MMM, le Marketing Mix Modeling, qui a le mérite du coup de donner des résultats cross-canal parce que ça permet de réconcilier des environnements qui n'ont pas d'unité liée. Ça a aussi du coup le mérite de donner une vision. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, vous, en complément ou peut-être, mais je ne pense pas, en substitution carrément de l'attribution? Comment ça marche entre les deux? En complément, oui. En substitution, non. Alors même si c'était la question qu'on se posait au départ, effectivement, on s'est demandé est-ce que, compte tenu des évolutions dont on vient de parler, est-ce que le MMM était la solution à tous ces problèmes? Peut-être rappeler juste, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la pratique, ce que c'est que le MMM très rapidement. MMM, donc l'acronyme veut dire Media Mix Modeling, en français économétrie. Et globalement, c'est une façon où on modélise l'ensemble de ces investissements marketing, online et offline. Et à travers des modèles, on arrive à comprendre en fait on détermine en fait une baseline de chiffre d'affaires et puis on comprend en fait l'incrément qu'on va chercher avec les investissements online et offline. Okay. L'avantage du MMM par rapport à des outils d'attribution classiques, c'est qu'effectivement on commence à comprendre la contribution du offline sur le chiffre d'affaires, ce qu'on n'arrivait pas historiquement à faire. Donc ça c'est un vrai apport. L'inconvénient c'est qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de granularité et surtout on n'est pas sur la même temporalité. Donc c'est compliqué d'avoir des insights actionnables dans le day-to-day, donc on a plutôt la big picture qu'on peut avoir 2 fois par an et l'attribution qui elle va piloter ça au quotidien. Un des grands avantages aussi du MMM, selon moi, c'est dans les périodes budgétaires. Ça permet de faire les grands arbitrages. Ça permet aussi de rassurer son directeur financier sur le fait que le marketing, il a, même quand on fait de la télé, il a un impact sur le business. Et ça, c'est des éléments qui sont factuels et concrets et qui permettent du coup, dans des moments comme on vit en ce moment où les budgets marketing peuvent être challengés compte tenu du contexte, de démontrer la valeur de nos actions. Mathias, je vous voyais acquiescer. Vous vous servez aussi du MMM pour convaincre votre CFO de préserver les budgets, voire pourquoi pas, soyons fous, de les augmenter? Je ne vais pas répondre tout de suite à la question. Je vais rebondir sur le MMM, qui sont quand même des mesures très bien pour faire des budgets. Et oui, pour défendre le fait que la publicité, ça marche et ça permet de créer des ventes incrémentales. J'ai envie de dire, nous maintenant, sur l'attribution, c'est vrai que c'est devenu extrêmement compliqué. C'est un outil pour, à la fin, augmenter le ROI, parce que tout ce qu'on fait sur des leviers directs, c'est pour, au bout du temps, avoir un effet marketing qui est une incrémentalité des ventes. Nous, la question qu'on se pose beaucoup, c'est celle des MMM de long terme. Parce que l'incrémentalité dont parle David, elle est sur 3 mois en général dans les modèles.
Mais au bout du compte, on essaye de créer des marques pour les 100 prochaines années à venir. Et donc, la question de savoir, c'est est-ce que ce qui marche sur 3 mois est la même chose que ce qui marche sur 18 mois, 24 mois, 3 ans ou 5 ans? J'ai une question là-dessus, justement, parce que les MMM, historiquement, ils permettent de mettre en valeur des KPI qui sont très bas de funnel, un impact sur les ventes, etc. Le gros sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un MMM est capable de prendre en compte la brand equity? Parce qu'effectivement, quand vous faites une campagne de télé, ça va peut-être pas générer les ventes que vous voulez, mais ça va créer l'awareness, la considération. Ça, il faut le valoriser aussi auprès du CFO. Justement, le MMM, il vous aide un peu à ça. Je croyais que c'était l'étape 2 un peu du MMM, qu'on n'y était pas encore. Nous, on a fait des modèles avec des partenaires sur du long terme où on arrive à trouver des multiplicateurs à long terme. Et en général, effectivement, sur ce que tu dis, les leviers vidéo, les leviers télévision, l'affichage ressort sur le long terme comme des leviers assez forts. Donc le multiplicateur par rapport à un ROI court terme vient être un petit peu corrigé par des modèles à long terme. Je dirais que la maturité de ces modèles n'est pas encore là aujourd'hui, c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment ce sur quoi on doit avancer pour s'assurer qu'on n'est pas juste en train de travailler du retour à très court terme. J'ai envie de dire sur l'attribution, moi j'ai jamais été un très grand fan dans le sens où j'ai souvent eu l'impression ça nous forçait à mettre de la publicité devant des gens qui voulaient déjà nous acheter. Ouais. Et le but de la publicité, c'est de générer des nouveaux consommateurs. L'incrémentalité. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, je suis un peu moins dérangé par le fait que l'attribution devienne plus compliquée, parce que je pense que c'était pas ça pointait parfois dans la mauvaise direction. Olivier, vous également sur ce sujet du MM. Bon, le MM, ça a quand même un coût, donc c'est pas forcément aujourd'hui encore l'affaire de tous. Vous avez internalisé ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le raisonnement? Est-ce que c'était un peu le même constat qu'ont fait David et Mathias, c'est-à-dire complexification des événements qu'on a sur le court terme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche derrière ça? Oui, je partage complètement ce qui a été dit. Donc on est dans un projet d'internalisation. Donc, au début de l'histoire, ça fait 12 mois qu'on travaille avec le cabinet Emerton pour développer des modèles propres. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est essayer d'avoir une meilleure lecture de la performance de ce qu'on fait. On est tous d'accord pour dire que la mesure digitale seule est aujourd'hui un peu challengée. L'autre élément qui nous semblait aussi intéressant, c'était d'aller développer des modèles qui correspondaient exactement à ce qu'on essayait de mesurer. On est d'accord que tous les modèles ne sont pas encore complètement matures et qu'il y a encore des choses à aller chercher. On a beaucoup travaillé dans le passé avec des acteurs connus du marché. On avait des limites aux solutions qu'ils nous proposaient. C'est custom notamment. C'est custom. On parlera un petit peu tout à l'heure de nouvelles data disponibles, dont l'attention, qui n'était pas du tout intégré nativement dans les modèles qu'on avait l'occasion d'utiliser avec des prestataires tierces. Donc on a fait le pari de se dire allons-y, développons nos propres modèles pour avoir une approche plus custom, pour avoir la maîtrise sur la data. Aujourd'hui, on est dans une ambition de l'acronyme qu'on utilise, le MMM pour nous c'est plus du marketing que du Media Mix Modeling. On est dans un business FMCG où nos ventes sont faites par des tiers. On n'a pas accès à des gros volumes de data, mais on a accès à des volumes de data qui sont la plupart du temps très confidentiels et qu'on ne veut pas forcément partager à des tiers. Ce qui pouvait dans le passé limiter un peu l'efficacité des modèles qui étaient faits avec ces gens-là. Le fait de tout réinternaliser, ça nous permet d'avoir... de marge aussi notamment. Voilà. Ouais. On parle du contexte économique. Exactement. Et on valorise aussi plus peut-être la marge que le chiffre d'affaires. C'est ça, tout à fait. Toute la chaîne de valeur. Donc plus de performance dans les outputs des modèles. Et le dernier élément qui nous a aussi incité à internaliser, c'est le fait qu'aujourd'hui des modèles ça coûte cher. Toutes nos marques et toutes nos catégories n'avaient pas forcément les moyens d'avoir ce genre d'outils-là. Le fait d'internaliser va nous permettre aussi d'industrialiser. On va avoir un investissement significatif au moment du lancement, mais après, on va avoir des coûts d'OPEX qui vont être réduits. Et donc, on va permettre à toutes nos marques d'avoir accès à ces données pour aller optimiser sur l'ensemble des géographies leur mix. Vous avez parlé de l'attention, c'est clairement un des KPI qui fait aujourd'hui beaucoup parler. Il y a ceux qui sont pour à fond et ceux qui sont un peu plus réservés. Pourquoi est-ce que l'attention est au cœur des KPI que vous suivez aujourd'hui et que vous allez suivre en 2025 ?
Nous, ça fait 2 ans qu'on a travaillé le sujet de l'attention. Quand on a commencé à travailler le sujet de l'attention, on est plein d'humilité, on apprend tous les jours. C'est un sujet qui évolue, qui se transforme et qui a un impact, je pense, significatif sur l'écosystème. Le postulat de départ était assez simple. On voit que l'évolution des médias, la consommation des médias évolue. On a de plus en plus de consommation digitale versus des consommations historiques qui étaient plutôt sur de la télé linéaire. Ça a eu un impact sur nos mix, sur la façon dont on construit nos plans. Force est de constater que quand on analyse via nos MMM la rentabilité de tous les channels, le digital n'était pas forcément au niveau de la télé historique. Et donc, si nos mix évoluent plus vers plus de digital et que le digital est moins rentable, à la fin, ça donne moins de rentabilité pour nos activations. Donc on est parti de ce postulat-là et on s'est dit, OK, comment on peut arriver à améliorer le ROI du digital. Dans le ROI, j'intègre le court terme, le long terme, les effets indirects et les effets de halo. C'est aussi un des intérêts à avoir de nos modèles en interne, c'est qu'on a une vision hyper granulaire de quels sont les impacts qui permettent d'évaluer l'incrémentalité sur le business. Donc c'est pas que le digital était mauvais, c'est que c'était la manière de choisir les environnements digitaux n'était pas forcément la bonne, ou parce que notamment je pense à la visibilité qui était un des gros critères qui était dit, ouais, c'était plus ça, et donc l'objectif c'était de trouver un KPI qui vous permettait de trouver la partie du digital qui est très compétitive. C'est ça, on sait que le digital aujourd'hui c'est très large, il y a énormément de supports disponibles, l'offre est énorme et la performance et la rentabilité de chacun des leviers peut être aussi très différente. Et ce que nous aide l'attention, c'est d'arriver à évaluer au sein de cette offre pléthorique où est-ce qu'on a le plus de chances de capter l'attention de nos consommateurs. Vous me disiez, parce qu'à un moment on disait qu'il y a la moitié des impressions qui ne sont pas visibles. Là, si on ramène ça à l'attention, c'est 25%. Ouais, alors, on travaille avec Fabien Magalon et la société Explain, et eux, ils ont divisé en fait l'inventaire en 3. 25% de l'inventaire qui génère 0 attention. Donc c'est assez simple, dans nos plans, ceux-là on les sort. 25% qui génère une attention qu'on va appeler longue, supérieure à 3 secondes, et 50% restant qui génère une attention faible, en dessous de 3 secondes. En se documentant pas mal sur ce qui a été fait, toute la littérature autour de l'attention, notamment les travaux de Karen Nelson-Field, on se rend compte qu'il y a un certain consensus autour du fait que pour arriver à développer de la mémorisation et de la préférence de marque, on va avoir besoin de plus de 3 secondes d'attention active. Et quand on est en dessous de ces 3 secondes, donc entre 0 et 3, on va plutôt avoir vocation à travailler l'ad-recall. Okay. Les deux ont de la valeur, mais n'ont pas forcément la même finalité. Et donc ça nous a incité à créer des objectifs et des stratégies différentes en fonction des typologies et des niveaux d'attention qu'on pouvait attendre des inventaires digitaux. Et à mettre ça évidemment en perspective avec les CPM, parce qu'effectivement, payer très cher un certain nombre de secondes peut être moins rentable que payer pas cher pour moins d'une seconde, etc. Donc il y a une notion de CPM attentif aujourd'hui qui est un peu le KPI suprême peut-être, on pourrait dire, que vous regardez. Exactement. On a créé un nouveau métrique qui est un des métriques principaux quand on travaille nos activations digitales, qui est le coût à la seconde d'attention active. Et donc on a créé un ratio qui est aux alentours de 1, voilà, pour être tout à fait transparent. Et donc on évalue chacun des acteurs de nos plans au prisme de ce ratio-là. Et ça nous permet d'aller comparer l'efficacité de nos campagnes, quel que soit l'objectif. Une campagne qui a pour objectif de travailler la mémorisation, on va avoir des acteurs qui ont des CPM élevés, mais parce qu'ils ont un niveau d'attention qui est élevé, alors le ratio va se rapprocher de 1. A contrario, quand on travaille l'ad-recall, on va avoir des taux d'attention qui seront faibles, mais on va avoir des CPM qui seront aussi faibles, et donc quelque part le ratio restera aux alentours de 1. Donc en théorie, les 3 secondes d'attention, il faut qu'elles soient à 3 € du CPM max, quoi. C'est ça. Okay. Clément, donc IAS est un spécialiste de la mesure de la qualité publicitaire, brand safety, visibilité, fraude. Et depuis récemment, vous avez relancé un outil de mesure de l'attention. C'est vrai qu'on a vu ce KPI arriver, on s'est dit mais que vont faire les IAS, les Double Verify, ces acteurs-là? Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils ont des réserves? C'est quoi votre regard sur ce KPI-là? Ouais. Bonjour à tous. Donc, on en parlait déjà ensemble il y a un an, Nicolas. Le défi pour l'an prochain, c'est juste de prononcer mon nom de famille correctement lors de l'entrée sur scène. Basculaire, c'est pas si compliqué. Donc effectivement, on a lancé notre solution d'attention en début d'année, Quality Attention, qu'on fait en partenariat avec Lumen. Donc on s'est associé avec Lumen sur la partie eye tracking. Et effectivement, tout le travail cette année, ça a été de faire ce qu'évoquait Olivier, c'est comprendre comment ça s'interprète pour les clients et quelle valeur. Ce qu'on voit, nous, de manière générale, c'est que plus d'attention, ça
plus d'efficacité. Donc effectivement, plus de conversions, plus de leads, plus de clics. Ça, c'est ce qu'on voit de manière quasiment automatique. C'est lié, il y a un impact certain sur des KPI bas de funnel, clic et ça. Okay. Quasi certain. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que de manière générale, les impressions qui ont plus d'attention ont en général un CPM plus élevé. Sans travail particulier, on voit que les CPM sont plus élevés. Ce qui est rassurant, il y a une espèce d'ordre naturel des choses qui fait que le travail sur des impressions de qualité, tout ce qui est fait par le marché sur des meilleurs formats, une meilleure exposition, qui sont vendus plus cher, du coup, voilà, il y a une corrélation. Et donc nous, tout le travail qu'on fait avec les clients, c'est du coup, si c'est plus efficace, mais aussi plus cher, c'est pas forcément plus rentable automatiquement. Ouais, il faut forcément avoir un coût d'acquisition. Là, on CPM attentif. Et donc du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que les courbes ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'attention à partir desquels on a un gain extrêmement significatif sur les conversions, sur l'arrivée sur site. Donc nous, ce qu'on fait, c'est déterminer avec les clients quel est le seuil d'attention, quel est le niveau d'attention. Donc on a des scorings d'attention à partir desquels le gain est tellement fort que la rentabilité est là. Donc c'est définir pour ce client, c'est 70, 75, le score d'attention à partir duquel l'impact va être tel que le coût d'acquisition ou le coût au clic va être plus économique. Il y a cette considération, est-ce que c'est lié au business? Donc a priori oui. Et l'autre, on va dire, écueil dans le développement de ce KPI, c'est peut-être l'absence de standard. On en est où là-dessus aujourd'hui? Bon sujet, effectivement. En plus, là, on est sur l'Alliance Digitale aujourd'hui. Donc, à l'initiative de l'IAB, il y a un groupe de travail qui cherche à établir un standard sur l'attention pour 2025. Nous, on y contribue fortement. Et dès que c'est prêt, on le supportera, effectivement, puisque nous, notre rôle, c'est de supporter les standards. Mathias, c'est possible de miser sur un KPI qui n'a pas vraiment de standard et où, selon les acteurs, on peut avoir des résultats parfois très divergents? C'est difficile, faut tester. Je pense que pour en revenir sur le long terme, l'attention, ce qu'on entendait d'Olivier sur plus de 3 secondes, c'est bien. L'attention, c'est absolument nécessaire pour créer une marque à long terme. Nous, on fait exactement la même chose. On travaille effectivement sur un coût viewable avec IAS, un coût à la seconde qui est vu. Vue étant pour nous, on reprend les standards MRC, donc 2 secondes, 3 secondes pour Meta. Et on essaye de revoir effectivement tous nos plans médias, mais aussi les modèles qui aujourd'hui sont en général modélisés sur des impressions pures, et de réfléchir à c'est quoi l'input au modèle et est-ce qu'il doit y avoir dans l'input des modèles une notion de qualité. Une notion de qualité qui vient reprendre la viewability, le temps passé sur un format donné. On parlait du coup du CPM plus élevé, j'ai envie de dire, c'est un peu la main invisible. Le marché, il est bien fait, il y a une raison pour laquelle Netflix a un pricing beaucoup plus élevé qu'une plateforme sociale. C'est parce que sur un Netflix, la viewability va être à 90%. J'y sais, ça vaut pour Prime Video et les autres plateformes, beaucoup d'autres plateformes de streaming. Il y a une régulation même, parce qu'effectivement, ils étaient partis avec des tarifs assez élevés, et avec le temps, justement, la demande a dit attendez, et du coup, la main invisible. Absolument, je pense que les gens, c'est le marché qui se régule et qui sait très bien c'est quoi le pricing d'une impression qui a de la valeur. Donc on a vu des petits changements dans les prix, mais à la fin de la journée, quand nous on reprend des choses, si on reprend les CPM par média, on voit une différence incroyable, et quand on les ramène à la seconde vue, ça commence à se normaliser. Ouais. Donc effectivement, après, en fonction des KPI qu'on veut ou des objectifs de campagne, on peut choisir un levier plutôt qu'un autre. Je pense que l'intention va venir encore plus renforcer, mais il va falloir avoir des standards. C'est difficile de travailler quand il n'y a pas de standard du marché. Et on a besoin d'accréditation MRC et IAB pour encore plus adopter ces nouveaux KPI. David, vous avez avancé vous aussi sur l'attention chez SNCF Connect? Je pense qu'on est obligé de s'intéresser au sujet. Maintenant, il y a effectivement, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Le fait qu'il n'y ait pas de standard complexifie la chose. Moi, ça me fait penser un peu à quand on a commencé à accélérer toutes les vidéos. En fait, il n'y avait pas de standard. Tout le monde disait une vidéo vue, mais en fait, la vidéo vue à 3 secondes, à 5 secondes, à 10 secondes, selon la plateforme, selon le temps de complétion. Et en fait, on pouvait avoir 4 rendez-vous avec 4 acteurs différents. Tout le monde disait tu as 50% de vidéo vue, mais en fait, personne disait la même chose. Là, j'ai l'impression qu'on risque de retomber un peu dans ce travers-là. En plus, on voit quand même dans l'attention 2 méthodes à ce stade, la déterministe et la probabiliste, là encore.
avec des acteurs qui posent des pixels de post-impression, d'autres sur probabilistes, mais qui n'ont pas les mêmes critères. On a parlé d'un certain nombre d'acteurs tout à l'heure, on a certains qui vont plus loin que d'autres. On s'y intéresse et cette notion d'ACPM elle est très intéressante, mais encore faut-il qu'on compare des choux avec des choux. Tout à fait, ouais, tout à fait. Une question, vous avez fait le parallèle avec la visibilité. La visibilité, c'était un critère qui au début marchait très bien, qui a été un peu dévoyé parce qu'il y a des acteurs qui ont compris comment raisonner les acheteurs et du coup ils ont commencé à mettre des petites vidéos qui étaient tout en bas, qui se ferraient au long du sol, qui étaient visibles mais pas vues. Est-ce qu'on a ce risque de dévoiement pour l'attention, Clément ? David l'évoquait, il y a deux courants, il y a la partie probabilistique et déterministique. Sur la partie déterministique, les signaux, à partir du moment où ils sont connus, ils peuvent être maîtrisés et optimisés. Donc oui, il y a les mêmes risques et les mêmes écueils qui peuvent arriver sur ces signaux déterministiques. Ok. J'aimerais qu'on parle d'un autre critère dont on commence aussi un peu à beaucoup parler, c'est celui de la sustainability, de l'impact carbone des campagnes. Mathias, je me demandais sur ce critère-là, est-ce que c'est devenu aujourd'hui un KPI que vous regardez, voire même un KPI qui peut devenir un juge arbitre en dessous de telle ligne de flottaison, je suis exclu du plan, ou est-ce que pour l'instant c'est un nice to have, ce KPI du carbone ? Alors, je vais déjà répondre à une autre question que tu n'as pas posée avant. Je vais être rapide. Un autre KPI qu'on regarde, nous, c'est la responsabilité, au sens où on a le devoir de soutenir un écosystème média sain et de diriger nos investissements vers des publishers. Je suis désolé, je crois que c'est ma première conférence en français. Vers des régies qui créent du contenu de qualité. Ouais. Donc ça, c'était juste pour le placer. Mais du coup, vous le faites comment ? Du coup, c'est que on essaye de réduire le nombre de SSP, de mélanger des listes d'inclusion et d'exclusion pour s'assurer qu'on travaille avec moins de sites, avec des meilleurs sites. Et ce qui est assez incroyable, c'est que la promesse de l'open web, avec plus il y a de choses, plus le CPM va être génial, plus le ROAS va être génial. C'est complètement faux. On a fait un test où on a réduit le nombre de SSP par 4 et le nombre de sites par 5. Et tous nos métriques ont été améliorés. Donc il y a vraiment une promesse, je pense, pendant 10 ans de faites plus, ça sera mieux. C'est absolument pas vrai. Ce travail de rationalisation, il a justement un impact sur le coût carbone des campagnes parce que le volet parce qu'en général, on exclut les made for advertising websites et les sites de mauvaise qualité qui ont une empreinte carbone assez forte. Pour en revenir à l'empreinte carbone, aujourd'hui, c'est pas une décision business encore. La priorité, c'est de la mesurer et de la mesurer de façon systématique. Donc nous, on travaille avec Impact Plus, et aujourd'hui, on a 60% de nos campagnes digitales qui sont systématiquement mesurées sur l'impact carbone qu'elles ont. Qu'est-ce qui explique que les 40% restants ne le soient pas ? C'est que ce n'est pas des budgets assez importants ? Non, on a commencé par les gros pays, puis ensuite on déploie sur le long terme. Que sur le digital, le offline, c'est quoi ? C'est qu'il manque un acteur pour la partie offline qui représente, j'imagine, l'essentiel de vos budgets ? Absolument. Et pour l'offline, qu'est-ce qui fait que vous regardez pas ? Ça existe, mais notre partenaire ne le fait pas, et nous, on est très contents de travailler avec Impact Plus. Ils sont en train de travailler sur le... Il y a ce sujet aussi, du coup, de fragmentation, et il manque un acteur qui pourrait potentiellement tout mesurer, en gros. Aujourd'hui, c'est aussi un sujet. Ça va arriver, si on regarde, une fois encore, Impact Plus, ils sont en train de bouger. Scope 3, ils sont partis que du programmatique, ils sont en train d'arriver sur le social. Je pense que tous les acteurs du marché se disent, à un moment, il faut avoir une solution qui touche tous les leviers. David, chaque fois que je prends le train, on me rappelle combien de carbone ont été économisés grâce à moi. Est-ce que c'est aussi un indicateur que vous regardez, du coup, sur vos campagnes marketing ? Et alors, en plus, c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui, on a lancé l'édition Ma Rétrospective 2024. Je viens de la recevoir, effectivement. Vous avez dû recevoir dans vos boîtes mail votre bilan personnalisé. Et effectivement, même si on s'est intéressé, comme Mathias, à ces sujets de mesure et d'activation, parce qu'en fait, dans ces sujets, on peut commencer par mesurer, mais on peut même aller plus loin, parce qu'il y a des acteurs qui proposent d'en faire un vrai levier, d'optimiser, et qui permettent en fait de se concentrer sur du coup des plateformes où on va réduire le nombre d'appels pour réduire du coup les consommations derrière, mais souvent ce qu'on voit, c'est que ça se fait au détriment de la performance, et à quel point on accepte de dégrader la performance d'une campagne pour réduire le nombre d'appels. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on est assez peu à être vraiment mûr sur ce sujet. Donc nous, on préfère effectivement se concentrer sur les émissions de CO2 qu'on permet d'économiser en fait à nos clients en prenant le train, à travers des opérations comme Ma Rétrospective. Et à l'échelle des 15 millions de clients de SNCF Connect, je pense que ça a plus d'impact.
C'est sûr, c'est déjà pas mal. Olivier, vous, dans vos modèles MMM, on pourrait imaginer intégrer une variable carbone. Je sais qu'il y a des marques qui commencent à l'envisager, en faire un critère et se dire permets-moi d'avoir un mix média aussi efficace que l'année dernière, mais en faisant moins 20% sur la diffusion carbone. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est au début de l'histoire chez City, mais je partage ce qui a été dit. Il faut d'abord arriver à mesurer. Donc là, on est en train de travailler sur une logique de mesure. Donc pour arriver à évaluer l'empreinte carbone. Après, l'étape d'après, ça va être de mesurer le potentiel impact d'un choix différent dans nos mix sur le business. Donc quelque part, le connecter au MMM, ça va être une étape, je pense, importante pour arriver à créer un écosystème dans lequel on aura des prises de décision qui seront éclairées et qui seront en lien avec les objectifs de l'entreprise. J'entends souvent les annonceurs me dire au sujet d'un KPI ou d'une mesure, c'est pas grave si elle n'est pas vraie. L'important, c'est que ça nous donne une base 100 à partir duquel on construit une trajectoire. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, pour le carbone ou l'attention, sur lequel effectivement chacun a ses méthodos et en fait, dès lors qu'on reste avec le même partenaire, tant pis, c'est pas vrai, au moins on a notre base 100 et on voit qu'on progresse, quoi. Je suis enclin à partager cette vision-là, oui. Je suis d'accord qu'un standard est nécessaire. Si on revient sur l'attention, ça va être une évolution, je pense, naturelle vers laquelle le marché va tendre. Nous, on a fait le parti d'avoir le même mesureur depuis 2 ans. Et comme tu disais, même si c'est peut-être pas 100% vrai, à minima, on a cet historique. On crée cette courbe d'expérience qui nous permet d'aller évaluer l'optimisation et l'amélioration des performances dans ce qui a été fait sur les 2 années de mesure. Et pour boucler la boucle sur le MMM et sur l'attention, une des raisons, comme je le disais, qui nous ont poussé à internaliser les MMM, c'est d'avoir des MMM custom. Forcément, intégrer la notion d'attention pour nous était clé. Donc on a mis l'attention non plus comme une variable descriptive, mais comme une variable explicative. Et on a eu les premiers résultats de nos modèles qui sont arrivés il y a quelques semaines. Et on était très heureux de voir que l'optimisation de nos campagnes digitales avec le métrique d'attention nous a permis de doubler le ROI total de nos activations digitales. Donc on voit que l'impact est très fort. On est sur on vend des $1 product, donc on n'a pas les niveaux de marge que certains de mes collègues ici peuvent avoir. Mais le fait d'avoir une augmentation significative de nos ROI sur le digital permet d'arriver à atteindre la notion de la rentabilité. Et donc, on parlait de comment est-ce que même peut être utile pour convaincre un CFO d'investir plus en médias. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on a pu faire sur l'attention, nos ROI permettent de générer de la profitabilité, donc de la croissance profitable, ce qui est vraiment l'objectif de l'organisation aujourd'hui. Et clairement, ça va nous aider pour aller défendre plus de budget pour aller faire croître nos marques dans le futur. L'attention, du coup, ça a aussi le mérite donc, de réconcilier le business, puis c'est un impact, mais aussi le carbone, parce qu'en fait, par définition, on achète des impressions qui ont un vrai impact et on arrête d'acheter des impressions qui n'en ont plus. Et c'est intéressant de voir que dans le secteur de la mesure de la qualité publicitaire, il y a une sorte de rapprochement entre ces 2 KPI. On a vu récemment Scopefree racheter Adlux. Est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, IAS, à terme, rajouter peut-être cette dimension-là dans les notions? Alors, je sais que je crois que vous aviez une intégration Scopefree et d'autres acteurs pour ça participe à un cercle vertueux, en fait. Ouais, c'est déjà live depuis 2 ans. Du coup, effectivement, nos clients peuvent activer la mesure carbone. Donc, on passe par différents partenaires, Scopefree, Goodloop, bientôt Impact Plus, Mathias. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est simple. Il y a déjà un tag qui est présent, qui génère du carbone. Donc, on profite de ce tag pour également rajouter la mesure carbone. Et avec la logique qu'expliquait Mathias, c'est lié à notre solution de transparence en programmatique. Donc, identifier les SSP, les chaînes d'achat programmatiques qui vont effectivement polluer plus, créer plus de carbone et du coup, optimiser cette mécanique. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière question. Je voulais rebondir sur l'impact carbone où effectivement aujourd'hui on mesure, on optimise aussi. On n'a pas vu quand on optimise, on n'a pas vu d'effet très négatif sur nos campagnes. Mais on optimise justement pour ne pas avoir de baisse de la performance. En revanche, on a une certitude, et c'est la chose sur laquelle on travaille avec l'IAB et d'autres entités, c'est le poids des assets. Aujourd'hui, tout le marché est créé pour dire le maximum que tu peux me donner, c'est 1 giga, c'est temps. On se rend compte qu'en fait, on devrait passer du maximum au minimum. Et nous, on a fait énormément de tests avec tous les acteurs, Google, TikTok, Meta, pour montrer qu'on était capable de réduire le poids de nos créas de 30-50% sans aucun impact sur les résultats de la campagne. En revanche, une baisse de 30%
de l'impact carbone qu'avaient nos campagnes. Ouais. Donc le message que je tenais à faire passer ici, c'est vraiment travailler sur le poids de vos assets, parce que ça peut faire une très grosse différence. Oui, il y a aussi une solution qui s'adapte à la qualité de la connexion de l'utilisateur pour justement diminuer le poids des assets, mais c'est aussi vertueux, parce que moins c'est lourd, plus ça charge facilement, et plus il va avoir la pub et moins il y a de friction. Voilà, j'entends la petite musique, donc on va arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, tous les quatre. Merci à Tony. Merci.